Les félicitations de Jean-Yves Le Drian à Roch Christian Kaboré pour sa réélection. Le ministre des Affaires étrangères français est arrivé à Ouagadougou ce 8 janvier. Il a été reçu en audience par le président Jean-Yves Le Drian qui est revenu sur le double scrutin que vient de tenir le Burkina Faso en soulignant le sens de la responsabilité des acteurs politiques burkinabés. Mais on a aussi parlé de coopération, vous l'entendrez. Un magistrat, un professeur d'université, une diplomate de carrière. Ils sont 3 nouveaux membres du Conseil constitutionnel à avoir prêté serment ce vendredi. C'était en présence du chef de l'État à la salle des banquets de Ouaga 2000. Et puis, fini les difficultés d'accès à l'eau potable pour les résidents du camp de gendarmerie Kuinima de Bobo Dioulasso. Et ce grâce à un système d'adduction en eau potable réalisé par une entreprise. La fin d'un calvaire qui durait depuis plusieurs années. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Ce journal que nous ouvrons avec cette visite du chef de la diplomatie française à Ouagadougou. Jean-Yves Le Drian a été reçu en audience par Roch Christian Kaboré ce 8 janvier. Il dit être venu féliciter le président du Faso pour sa réélection. Entre les deux hommes, il a été aussi question de coopération. Que ce soit dans les secteurs de la santé, de la sécurité et du développement, la France assure le maintien de son appui au Burkina Faso et ce, malgré le contexte économique difficile dû à la pandémie de la Covid-19. On écoute Jean-Yves Le Drian. La France est déterminée à continuer à accompagner le Burkina Faso dans le domaine de la sécurité et dans sa politique de développement économique et social. Dans le domaine du développement d'abord, l'action de la France intervient en priorité dans le cadre du programme Urgence Sahel élargi prévu par le gouvernement burkinabé dans les régions du Sahel, de l'Est et de la boucle de Moune, mais aussi à Ouagadougou dans le domaine de l'énergie et de l'aménagement urbain. Et pour faire face aux besoins humanitaires croissants au Burkina Faso, la France a augmenté de manière significative ses engagements financiers. En 2020, l'aide humanitaire française s'est élevée à plus de 10 millions d'euros. Elle sera renouvelée en 2021 à cette hauteur. À titre bilatéral, par ailleurs, notre aide a plus que triplé entre 2019 et 2020, passant de près de 2 millions d'euros en 2019 à plus de 6 millions d'euros en 2020, soit 41 milliards de francs CFA. Nous maintiendrons aussi en 2021 cette dynamique. Enfin, notre contribution au programme alimentaire mondial s'est élevée à 4 millions d'euros. Il contribue évidemment dans ce cadre singulièrement et de manière fléchée à l'aide humanitaire pour ce pays. La pandémie de Covid-19 a des conséquences importantes. Ainsi, la France a consacré 7 millions d'euros d'appui budgétaire en soutien au plan de riposte du gouvernement burkinabé pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19. Je me réjouis enfin que le Burkina Faso ait pu bénéficier de l'initiative sur la suspension du service de la dette. Par ailleurs, les entretiens que j'ai eus avec le président Kaboré ont été l'occasion d'aborder les sujets de coopération régionale et de sécurité au Sahel. Il y a un an, nous avons décidé à Pau, à la demande des pays de la région, de renforcer notre mobilisation conjointe dans la lutte contre les groupes terroristes. Nous avons obtenu des succès, en particulier dans la zone des 3 frontières. Ces succès ont été rendus possibles par la coopération renforcée entre les forces internationales et la force conjointe du G5 Sahel. Cette mobilisation internationale se poursuit. Elle s'est intensifiée en particulier avec le lancement de la coalition internationale pour le Sahel. Et nous aurons bientôt l'occasion avec les pays du G5 Sahel et les partenaires internationaux d'envisager la suite des engagements que nous avons pris à Pau il y a maintenant un an. Voilà l'ensemble des sujets que j'ai évoqués avec le président Kaboré, mais l'essentiel de ma venue était un acte de soutien au président Kaboré pour son nouveau mandat et je tenais à venir ici pour le féliciter directement.
Voilà, Jean-Yves Le Drian qui a répondu à quelques questions des journalistes, notamment sur le cas François Compaoré qui devrait être extradé pour dans le cadre de l'affaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions plus en détail. Un peu plus tôt dans la journée de ce 8 janvier, Roch-Marc Christian Kaboré a présidé une cérémonie de prestation de serment, celle de 3 nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Ils ont été choisis par le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Justice. Toutefois, le président de la juridiction a pris le soin de rappeler à ces 3 nouveaux entrants leur devoir d'ingratitude. C'est la formule consacrée envers ceux qui les ont nommés. Tous les détails, Roméo Koyeta. Ils sont 3, 2 femmes et 1 homme. Ils font partie de ceux qu'on appelle les grands juges, les membres du Conseil constitutionnel. Mais avant de siéger officiellement auprès de leur père, ils sacrifient tour à la traditionnelle prestation de serment devant le président du Faso, garant de l'indépendance de la justice. Mokhtar Tal, enseignant-chercheur à la retraite, ancien directeur de l'ENAM, l'École nationale de magistrature. Véronique Baïli Bamouni, magistrate de grade exceptionnel, et Sophie So, diplomate de carrière. Ils jurent, entre autres, d'exercer leurs fonctions en toute impartialité dans le respect de la Constitution. Puis, Roch-Marc Christian Kaboré les renvoie à l'exercice de leur mandat unique de 9 ans. Et le temps est déjà donné. Nous avons un rôle de corriger tout ce qui porte atteinte à un individu qui pense qu'on a atteint, on a violé ses droits. S'il se présente devant le Conseil, nous allons étudier sa plainte par rapport à la Constitution. 4 types de personnes peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Le président du Faso, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le citoyen lambda. Mais ce dernier ignore très souvent cette prérogative, selon Sophie So, qui estime qu'il est plus que jamais nécessaire de rapprocher l'institution des populations. Quand on vit dans un pays, on doit pouvoir se tourner vers une institution qui va te sortir d'affaires. Et je pense que le Conseil constitutionnel n'est pas assez bien connu pour ça. Nous allons devoir tout faire pour que le Burkinabé lambda sache qu'il peut aller se plaindre également devant le Conseil constitutionnel. Ces 3 nouveaux sages sont respectivement nommés par le président du Faso et le président de l'Assemblée nationale. Mais le premier responsable de la juridiction constitutionnelle, Kassoum Kambou, leur rappelle le devoir d'ingratitude dont ils doivent faire preuve vis-à-vis de ceux qui les ont choisis. Car, dit-il, l'institution doit être un bouclier contre l'abus du pouvoir. Venons maintenant à cette conférence de presse de la Haute Alliance de Ouarantage pour la République. La AORE se penche déjà sur les conditions d'organisation des municipales à venir. Pour cette formation politique, il faut aller au dialogue politique inclusif pour éviter la survenue d'une éventuelle crise. Benjamin Kwame nous en dit plus. Le président du Faso n'a pas indiqué que la réconciliation serait un préalable pour les élections municipales à venir. Mais la AORE pense que c'est un impératif. Une déclaration de Roland Ngungunga et ses camarades. La Haute Alliance de Ouarantage pour la République, face aux journalistes, a fait un retour sur la tenue des élections du 22 novembre dernier. Des élections qui, selon AORE, ont été marquées par des inquiétudes et des irrégularités, notamment avec la CENI. D'abord la réforme de la CENI, qui a montré d'énormes défaillances. Donc, on parle d'imperfections, c'est faux. Ce ne sont pas des imperfections, ce sont des choses très graves. À cela, il faut ajouter la question de la réconciliation nationale qui n'a pas été une volonté manifeste pour tous les acteurs politiques avant le 22 novembre. Roland Ngungunga indique que pour les municipales à venir, un dialogue politique inclusif est nécessaire pour éviter des violences comme celle de 2016. Les élections se sont donc tenues sans réconciliation, ni sans aucun autre préalable permettant d'améliorer le processus. Les seuls éléments pouvant être considérés comme des préalables réclamés par l'opposition ont été une révision du code électoral et un audit international du fichier électoral.
À défaut de la réconciliation nationale, la AORE recommande la tenue d'un dialogue politique inclusif comme préalable au lancement du processus pour les élections municipales à venir, sous la médiation de la CEDEAO. La AORE estime aussi que pour un véritable développement du Burkina Faso, tous les fils et filles du pays doivent avancer ensemble sans discrimination ni favoriser un clan. Nous avons besoin d'aller de l'avant ensemble. Il n'y a pas qu'une partie de la population qui doit aller de l'avant pour que d'autres soient là en train de regarder. La réconciliation nous permettra de travailler tous pour l'avancement du pays, pas pour l'avancement d'un clan, ou d'un groupe, d'un parti politique, non. C'est le pays, c'est le Burkina Faso qui compte. Ce n'est pas la AORE, ce n'est pas le MPP, non, c'est le Burkina Faso qui compte. La Haute Alliance de Ouarantage pour la République insiste, il faut absolument revoir le fichier électoral avant le scrutin. Et tout ceci doit se passer dans un dialogue inclusif en invitant tous les participants aux rencontres de manière égalitaire et garantie d'équité. Toute autre chose. Et là, je vous amène au camp de gendarmerie Kunima de Bobo-Dioulasso où les résidents peuvent pousser un ouf de soulagement. Eux qui étaient soumis à des pénuries récurrentes en eau potable, eh bien la situation a changé et ce grâce au geste de solidarité d'une entreprise qui a décidé d'installer dans le camp un système intégré d'adduction en eau potable. Surtout Justin Dabiré. Grâce à la générosité de la manufacture burkinabé de cigarettes Mabusig, le camp Kunima de la gendarmerie nationale dispose désormais d'un système intégré d'adduction d'eau modulaire et extensible offrant une autonomie en eau potable filtrée pour plus de 2000 personnes. Nous avions été en contact avec la gendarmerie qui nous avait posé le problème d'eau et nous-mêmes nous avions vu le calvaire qu'il traversait pour avoir ce besoin vital et nous ne pouvions pas rester insensibles. Et ils nous demandaient un simple forage. Nous, on a préféré faire un système intégré d'adduction d'eau qui comprend un forage de 18 mètres cubes par heure, un château d'eau de 10 mètres cubes avec une pompe qui alimente 5 mètres cubes par heure. Donc ça permet de soulager grandement le camp de Kunima qui parfois à son apogée peut avoir presque 2000 personnes. D'un coût global d'environ 20 millions de francs CFA, la réalisation de ce projet entre dans le cadre des actions citoyennes de la Mabusig. C'est normal que nous contribuions au bien-être des populations qui nous entourent, notamment quand nous savons que si nous arrivons à dormir, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sacrifient leur sommeil, parfois même plus que leur sommeil, leur vie, comme vous le savez, pour nous protéger. On ne peut pas rester insensible aux besoins de la gendarmerie, aux besoins des autres forces de défense et de sécurité. C'est avec satisfaction que le colonel Karim Khalifa Sanon, commandant la 2e région de gendarmerie, s'est dit heureux de bénéficier de la réalisation de cette adduction d'eau au sein du camp Kunima de la gendarmerie nationale. C'est une joie d'abord qui m'anime ce matin et je voudrais profiter de vos micros et des caméras pour témoigner toute la reconnaissance du commandant de la 2e région de gendarmerie et de sa hiérarchie et également de l'ensemble des personnels de la 2e région à la manufacture burkinabé des cigarettes. Et vous savez, je l'ai dit dans mes propos, l'eau c'est la vie. Ça nous apporte une seconde vie, comme je l'ai dit, parce que il fut un moment où on pouvait passer près de 48 heures, c'est-à-dire 2 jours, sans une goutte d'eau dans ces camps-là. Donc avec l'avènement de ce forage, de cette réalisation, de tous les ouvrages, toutes les installations, c'est un ouf de soulagement pour l'ensemble des personnels du camp Kunima. Le chantier a délivré une forêt de 65 mètres de profondeur, un château d'eau de 10 mètres cubes sur 10 mètres de hauteur, un champ solaire de 2400 watts, un système de filtration d'eau en amont et dans les logements des officiers supérieurs, 1500 mètres de canalisation pour répartir l'eau à travers le camp, le raccordement de plusieurs bâtiments et 11 bonnes fontaines disséminées dans le camp. Dans ce journal également, ce travail de recherche sur le droit de la commande publique dans l'espace UOMOA. Comment améliorer les processus de passation de marché parfois trop longs et très contraignants? Taïrou Sanou a tenté d'apporter quelques éléments de réponse dans sa thèse de doctorat qu'il a consacrée à ce sujet. A-t-il été à la hauteur? Luc Pabelgem.
La réforme du droit de la commande publique dans l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, est la thèse présentée par Tahirou Sanou en vue de l'obtention du grade de docteur de l'université Thomas Sankara en sciences juridiques. Cette thèse de 424 pages, soutenue publiquement, a reçu la mention très honorable du jury pour un sujet jugé audacieux et ayant nécessité un effort de recherche du candidat. L'intérêt du thème réside dans les préoccupations quotidiennes des acteurs qui se plaignent des lourdeurs, de la rigidité du processus de passation, de l'inefficacité du dispositif. Il a fallu donc réfléchir pour proposer d'un point de vue pratique comment améliorer la réglementation. Alors, il s'agissait donc pour nous d'aborder la réflexion dans le sens de contribuer à la formation d'un droit de la commande publique cohérent en phase avec les enjeux du moment. D'un point de vue pratique, l'intérêt de notre thème réside dans les difficultés quotidiennes, les préoccupations quotidiennes qui sont celles des acteurs, notamment les autorités contractantes, qui se plaignent des lourdeurs. Le travail de recherche a été jugé recevable par le jury présidé par Ibrahim David Salami, professeur titulaire de droit public à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Par le rôle que nous jouons déjà dans le système de la commande publique, il est évident que les conclusions de notre thèse vont donc nous servir de la matière la réflexion. Tahirou Sanou, actuel secrétaire permanent de l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique, est désormais docteur de l'école doctorale des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion de l'université Thomas Sankara, option droit public. Actualité internationale maintenant, et nous prenons la direction du Niger où des milliers de personnes ont fui la région de l'Ouest. C'est dans cette région qu'il y a eu quelques jours cette tuerie de masse, 100 personnes tuées, vous vous en souvenez, par les terroristes. Eh bien, la situation d'insécurité dans cette région a fait fuir des milliers de personnes. 10 000 personnes ont déjà quitté l'Ouest pour se réfugier dans d'autres parties du pays. Ils sont près de 10 000 à avoir fui les violences. 10 000 Nigériens poussés par les récentes offensives des combattants djihadistes qui, comme il y a une semaine, continuent de frapper les populations civiles. Samedi dernier, 105 villageois étaient tués dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger. C'est l'attaque djihadiste la plus meurtrière depuis le début du conflit au Sahel en 2012. Endeuillé, le Niger a promis de renforcer le dispositif de sécurité à la frontière malienne dans la zone dite des 3 frontières, où les membres des groupes djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et de l'État islamique au Grand Sahara concentrent leurs attaques. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, les populations de 12 autres villages de la région de Tillabéri, par crainte d'être à leur tour ciblées par les djihadistes, ont fui de manière préventive. Alors que le Niger attend le nom de son prochain président, cette attaque vient rappeler l'importance du défi sécuritaire qui attend le successeur de Mahamadou Issoufou. Depuis le début du conflit, plusieurs milliers de civils ont été tués dans les attaques des djihadistes. Entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ce sont près de 3 millions de personnes qui ont dû fuir leur domicile. En République démocratique du Congo, maintenant, le président, en cette fin d'année 2020, a gracié plusieurs prisonniers. Parmi eux, les assassins, ils ont été condamnés pour cela de l'ancien président Laurent Désiré Kabila. C'est avec joie et émotion qu'ils ont retrouvé leur famille hors des prisons. C'est face aux caméras que les accusés de l'assassinat de l'ancien président congolais Laurent Désiré Kabila ont retiré leurs uniformes de prisonniers. La cérémonie de leur libération a eu lieu au sein de la prison de Makala. Eddie Capin et ses co-accusés ont bénéficié de la grâce présidentielle le 31 décembre 2020. Ce vendredi, ils ont tous reçu leur certificat de fin de détention. Laurent Désiré Kabila a été assassiné le 16 janvier 2001 dans son bureau par l'un de ses gardes du corps, tué après avoir tiré sur le président. Accusé de complot et de participation à l'assassinat de l'ancien président congolais, Eddie Capin avait toujours clamé son innocence. Condamné à mort à l'issue de ce procès, l'ancien aide de camp bénéficiera d'une réduction de peine lors du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC.
Cette libération intervient alors que le président Félix Tshisekedi a coupé les ponts avec son ex-allié Joseph Kabila, mettant fin à la coalition FCC-CACH. Pour plusieurs, c'est le signe d'un début de décrispation politique et de réconciliation nationale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. On se donne donc rendez-vous demain à la même heure, 19h30, ici même, toujours sur BFM. Bonsoir.